Changeons de regard face aux malades de Parkinson. L'appel est de l'Organisation mondiale de la santé lors de la célébration de la journée mondiale de la maladie de Parkinson le 11 avril dernier. Vous l'aurez sans doute compris, madame, monsieur, on parle de la maladie de Parkinson ce matin, mais avec une interrogation centrale. Comment prendre en charge la maladie? Chose que vous ne tarderez pas à le savoir avec nos invités déjà bien installés sur ce plateau. Juste le temps d'une courte respiration. Bienvenue à tous, madame, monsieur. Nous parlons ce matin de la maladie de Parkinson, cette affection dégénérative qui affecte principalement la mémoire. Mais d'abord, nous prenons notre actualité de la santé sur le continent. On démarre avec cette nouvelle concernant l'Organisation mondiale de la santé en faveur de plusieurs pays sur le continent. L'accord mondial sur les pandémies est fin prêt. Ce projet qui vise à combler les lacunes révélées par la pandémie en matière de coordination internationale et d'équité d'accès aux ressources sanitaires a été mis sur pied ce 16 avril 2025 à Genève après 3 ans de négociations. La décision finale sur son adoption sera prise lors de l'Assemblée mondiale de la santé qui débutera le 19 mai prochain en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OMS. Plus de précisions avec Elundou. Les négociations sur un projet d'accord mondial historique visant à renforcer la prévention et la réponse aux futures pandémies se sont achevées ce 16 avril à Genève entre les États membres de l'Organisation mondiale de la santé, en abrégé OMS. C'est le résultat de 3 ans de discussions intensives, 13 séries de réunions officielles et de nombreuses négociations informelles dont l'organe intergouvernemental de négociation, en abrégé OIN, a finalisé une proposition ambitieuse qui marque un tournant dans la coopération sanitaire mondiale. Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a qualifié cet aboutissement d'historique. Les nations du monde entier ont marqué l'histoire aujourd'hui à Genève. En parvenant à un consensus sur l'accord sur la pandémie, elles ont non seulement mis en place un accord générationnel pour un monde plus sûr, mais elles ont également démontré que le multilatéralisme est bel et bien vivant. À la suite du chef de file de l'OMS, d'autres personnes ressources, en l'occurrence la coprésidente sud-africaine de l'OIN, Precious Matsoso, ou encore l'ambassadrice française Anne-Claire Amprou, se sont réjouis d'un tel rassemblement de pays autour d'un accord historique pour la sécurité sanitaire visant à accroître l'équité et à protéger les générations futures des souffrances subies pendant la pandémie de Covid-19. Le document affirme clairement la souveraineté des États pour gérer les questions de santé publique au sein de leurs frontières. Plus intéressant encore, il stipule que l'OMS n'aura pas autorité pour imposer des mesures spécifiques comme des interdictions de voyage, des mandats de vaccination ou des confinements. Ce projet, initié en décembre 2021, au plus fort de la crise du Covid-19, est le fruit d'un consensus international qui vise à combler les lacunes révélées par la pandémie en matière de coordination internationale et d'équité d'accès aux ressources sanitaires. L'adoption finale de ce texte historique se fera lors de l'Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra à Genève à partir du 19 mai 2025. Au Cameroun, la salle de conférence du ministère de la Santé publique a abrité le 17 avril dernier, fin d'après-midi, la réunion préparatoire de la mission de formation des responsables des écoles de formation des sages-femmes et infirmiers diplômés d'État à l'utilisation des équipements mis à leur disposition. Prenons plutôt ce récit. La réunion du Pasteur Network Afrique, qui s'est tenue du 15 au 16 avril 2025 à Abidjan, s'est conclue avec succès après 2 jours de discussions de haut niveau, d'ateliers collaboratifs et de planification stratégique centrés sur le renforcement de la collaboration régionale et de la surveillance de la santé publique en Afrique. Selon le professeur Meïté Sindou, directeur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, l'objectif a visé l'étude des eaux usées. Cette rencontre de Pasteur Network Afrique est centrée sur l'utilisation des eaux usées pour identifier les pathogènes qui pourraient être vecteurs de maladies. Avançant dans ses propos, il a également mentionné que le constat est clair, la surveillance des eaux usées a un intérêt particulier pour les chercheurs parce que c'est un indicateur majeur de la présence d'épidémies et de leur classification. C'est aussi pour cela que le Pasteur Network Afrique s'est penché sur ce sujet et pour partager les meilleures pratiques expérimentées.
Poursuivant son propos, nous nous attendons à des recommandations et surtout à des stratégies qui vont être adoptées par l'ensemble des 10 pays de Pasteur Network Afrique afin d'aider la population à éviter certaines maladies. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre Pierre Ngundimba a quant à lui indiqué que la surveillance des eaux usées est utilisée depuis des décennies pour détection sur la propagation des agents pathogènes. Elle permet de recueillir les éléments essentiels de factuels de certaines résistances aux eaux usées et est utilisée depuis des décennies pour détection et suivre la propagation des agents pathogènes. Elle permet de recueillir les éléments essentiels. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des activités du réseau Pasteur en Afrique, est basée sur la surveillance des maladies infectieuses sur le continent et plus précisément des maladies entériques, enjeu crucial pour la santé publique dans les pays. En filigrane, l'initiative vise à soutenir la surveillance des eaux usées pour préserver et améliorer la santé du bien-être des populations. Madame, Monsieur, vous venez plutôt de suivre les activités du Pasteur Network Afrique tenues du 15 au 16 avril à Abidjan du côté de la Côte d'Ivoire où s'est conclu avec succès près de 2 jours de discussions de haut niveau d'ateliers collaboratifs et de planification stratégique centrés sur le renforcement de la collaboration régionale et de la surveillance de la santé publique en Afrique. À présent, nous prenons cet élément sur le Cameroun qui concerne la formation des sages-femmes et des infirmiers diplômés d'État. Donc, le ministère de la Santé compte booster leur formation. L'État camerounais ambitionne de booster la formation des personnels soignants. À cet effet, une réunion préparatoire de la mission de formation des responsables des écoles de formation des sages-femmes et infirmiers diplômés d'État à l'utilisation des équipements mis à leur disposition s'est tenue ce 17 avril dans la capitale Yaoundé. Le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé, Jean-Jacques Andjongo, qui a présidé la rencontre, a tenu à briefer les missionnaires sur leurs objectifs de leur descente sur le terrain. En réalité, ils vont former les responsables des écoles retenues à l'utilisation des équipements qui vont leur être offerts par le ministère de la Santé publique avec l'appui de l'UNFPA à travers le projet d'appui à l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant et la prise en charge pédiatrique, PET-VISIDAM en abrégé. Les missionnaires, après s'être imprégnés des objectifs de leur mission, ont découvert la liste des équipements. Le PET-VISIDAM leur a été également présenté, de même que les fiches d'apprentissage et la liste de vérification. Certaines écoles des régions de l'Adamawa, de l'Est, de l'extrême nord, du nord, de l'ouest et du sud ont été retenues pour bénéficier des équipements didactiques. La formation se tiendra du 19 au 27 avril 2025. Vivement que ces équipements et cette formation contribuent significativement à la maîtrise des techniques de lutte contre le VIH-Sida, la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. À présent, du côté de la France, près de 9 millions de Français ont pris les anxiolytiques en 2024, une consommation risquée selon l'ANSM. Il faut dire que le Zanaf, le Lesomil, le Valium, ces médicaments ont peut-être une signification pour vous, mais sachez qu'en 2024, les Français en ont consommé près de 9 millions, surtout pendant une très longue durée. Et c'est ce qui pourrait causer notamment plein de situations dégradantes dans leurs états de santé, d'après l'Organisation de la santé française. On regarde plutôt ce reportage. La France est le 2e pays européen le plus consommateur d'anxiolytiques et de somnifères avec plus de 9 millions de Français ayant pris en 2024, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM, qui renseigne que ces benzodiazépines, traitements prescrits pour soulager l'anxiété ou l'insomnie légère à modérée, sont prises pendant trop longtemps. Si la consommation globale de benzodiazépines chez les Français a baissé de 5% entre 2015 et 2025, les jeunes font exception. Chez ceux de moins de 19 ans, la consommation d'anxiolytiques a augmenté de 25% sur la même période et de 40% chez les jeunes femmes de moins de 19 ans. L'ANSM précise également que les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus consommatrices avec des prescriptions, souvent sur de très longues durées. Parmi les consommateurs de benzodiazépines, 36% ont eux-mêmes demandé cette prescription à leur médecin, explique une étude de l'ANSM publiée en janvier.
Ces médicaments agissent au niveau cérébral et peuvent entraîner un tas d'effets selon des spécialistes. Dépendance, chute, troubles de la mémoire, somnolence et même risques liés à la conduite. Les dangers liés à une consommation trop longue de benzodiazépines sont nombreuses. Plus le traitement est prolongé, plus les risques augmentent. Et chez les personnes âgées de plus de 65 ans, ces effets indésirables sont encore plus remarqués. Mais les Français n'en ont pas forcément conscience. D'après l'étude de la NSM, plus d'un tiers des personnes consommant ou ayant consommé des benzodiazépines considèrent qu'elles ne prennent pas de risque avec ce traitement. Sur ce plateau, nous parlons ce matin de la maladie de Parkinson avec une interrogation centrale: comment prendre en charge la maladie. Wanja Ewane Augustine, vous êtes psychomotricienne et psychothérapeute. Bienvenue à Zoom Santé. Bonjour, merci Justine. Bonjour chers auditeurs. Et chers téléspectateurs. Ah, bien sûr. Le docteur Ngams nous reçoit depuis la ville de Yaoundé. Bienvenue docteur. Merci Justine, bonjour Madame Ewane et bonjour aux chers téléspectateurs et auditeurs de For You Media. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. On rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes neurologue. Dr Ngams, qu'appelle-t-on maladie de Parkinson? La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire causée par une perte progressive et irréversible des cellules dans le cerveau. Ces cellules sont appelées les neurones dopaminergiques. C'est des neurones qui fournissent au cerveau la dopamine qui est importante pour la motivation et la réalisation des mouvements. Et cette maladie va se caractériser par 4 signes cardinaux qu'on appelle, qui vont être le tremblement de repos, la rigidité lors de l'exécution des mouvements, la lenteur également lors de la réalisation des mouvements et l'instabilité posturale, donc les déséquilibres qui vont parfois entraîner des chutes. C'est une maladie qui touche à peu près 1% de la population mondiale et qui prédomine chez les sujets âgés de plus de 60 ans, mais il y a des formes qui existent à des âges beaucoup plus jeunes. C'est une maladie qui est répartie sur toute l'étendue du globe terrestre. Il y a très peu de disparité entre les différents continents et les différents pays. Donc, dans tous les pays, on trouve des malades souffrant de maladie de Parkinson. Maintenant, quels sont les facteurs qui peuvent être responsables de la destruction de la dopamine dont vous faisiez allusion tout à l'heure? C'est très important d'évoquer ces facteurs parce que malheureusement, comme pour beaucoup d'autres maladies neurodégénératives, on ne connaît pas la cause exacte. Mais les facteurs qui favorisent la survenue de la maladie de Parkinson, on va les répartir en facteurs modifiables et les facteurs non modifiables. Les facteurs non modifiables sur lesquels on ne peut pas agir malheureusement sont liés à la génétique. Il y a certaines mutations de gènes qui vont favoriser la survenue de la maladie de Parkinson. Peuvent être également liées à l'hérédité. Il y a moins de 5% des patients souffrant de maladie de Parkinson ont une forme familiale, c'est-à-dire transmise par les ascendants ou par les parents. Maintenant, les facteurs modifiables sur lesquels on peut agir, plutôt liés à l'exposition à la pollution, à l'exposition aux métaux lourds, à l'exposition aux toxines, à l'exposition, par exemple, quand je parle de métaux lourds, je peux prendre l'exemple du plomb qui nous entoure, qu'on retrouve dans des carburants. Je peux prendre également du mercure qu'on utilise pour l'extraction de l'or. On sait que maintenant, il y a une grosse crise dans l'Est, par exemple, du Cameroun, avec l'extraction artisanale de l'or où on utilise du mercure. Ça, c'est des métaux lourds, c'est des produits toxiques qui peuvent favoriser la survenue de la maladie de Parkinson. Madame Wanja Augustine, avec vous, on va vous demander quels sont les symptômes de la maladie. Vous avez un centre dans lequel vous recevez plein de malades. Quotidiennement, vous
travaillez avec eux, quels sont les symptômes qui sont beaucoup plus fréquents? Merci pour cette question. Généralement, comme le docteur l'expliquait, la maladie de Parkinson agit sur la motricité. Et généralement, elle se manifeste par des déséquilibres, des instabilités de la posture. Également, il y a la survenue de chute, comme il a bien expliqué. Donc, en tant que psychomotricien, nous agissons sur cet aspect moteur qui n'est pas le seul parce qu'il y en a d'autres, mais généralement c'est ça, on agit sur la motricité, donc on prévient les chutes, on travaille sur les postures et bien sûr sur la régulation du tonus parce que vraiment c'est les muscles qui sont très rigides et nous essayons de travailler sur la régulation du tonus. Docteur Gams, vous disiez qu'il n'existe pas de cause à proprement dit de cette maladie, mais il existe quand même des facteurs de risque. Et d'après certains chercheurs, il se dit que les risques, du moins les premiers signes de cette maladie n'apparaissent que quand au moins 50% des neurones à dopamine ont été détruits. Maintenant, comment le malade fera donc pour reconnaître, du moins quels sont les signes qui pourront l'alerter, les premiers signes qui pourront l'alerter? Voilà, ça c'est très important aussi à le dire. Parce que si les signes moteurs, comme les quatre signes cardinaux que j'ai cités précédemment, apparaissent lorsqu'on a une destruction de plus de 50% des neurones qui fournissent la dopamine, il y a des signes précoces qui apparaissent parfois des dizaines d'années avant. Et ces signes-là, on les appelle les signes non moteurs. Et il y a trois principaux signes non moteurs qui apparaissent très précocement. C'est la perte de l'odorat. Dans mon expérience clinique, je peux vous dire que 90% des malades parkinsoniens ont perdu l'odorat, souvent plusieurs dizaines d'années avant des symptômes moteurs, comme le tremblement. Ensuite, il y a les troubles du sommeil, notamment les troubles du sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil pendant lequel on rêve. C'est des patients qui vont avoir ces troubles-là longtemps avant la survenue des symptômes moteurs. Ils vont également avoir, toujours lié au sommeil, des cauchemars à répétition. Donc, les personnes qui ont des cauchemars à répétition dans leur vie d'adulte pourraient avoir un risque plus élevé de développer la maladie de Parkinson. Maintenant, il y a la constipation. La constipation, c'est un symptôme qu'on retrouve chez plus de 50% des patients souffrant de maladies, de patients parkinsoniens. Donc, ces trois signes non moteurs qui sont la perte de l'odorat, les troubles du sommeil et la constipation surviennent souvent très longtemps avant que les signes moteurs n'apparaissent. Ce sont ce genre de signes qui font de plus en plus l'objet de recherche parce qu'on suit des patients qui ont ces signes-là pour voir s'ils vont développer la maladie de Parkinson. Donc, je dirais que si un adulte présente ces signes et de façon chronique, c'est quelqu'un qui doit être surveillé et évalué régulièrement par un neurologue pour être sûr qu'il ne développe pas ou pour voir s'il développe la maladie de Parkinson. Augustine, je vous vois acquiescer. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous êtes totalement d'accord avec ce que le docteur dit? Absolument, et c'est qu'il y a des éléments que je n'avais pas à connaissance, donc j'étais en train vraiment de m'informer et je dis merci au docteur pour son expertise. Et quotidiennement, quand vous les côtoyez, ces malades, et ceux que vous suivez personnellement et d'autres que vous recevez dans le centre, est-ce qu'il y a des signes également que vous avez peut-être pu détecter, étant donné que vous êtes quotidiennement? Oui, malheureusement, non. C'est parce que nous sommes référés, ils sont référés par les médecins. Donc, c'est le médecin, la première personne à contacter. Donc, généralement, les médecins nous réfèrent ces patients quand ils ont déjà posé le diagnostic. Donc, ils arrivent avec un diagnostic bien posé et parce que nous connaissons les manifestations motrices sur la maladie, que nous agissons en conséquence. D'accord. Et docteur, si jamais on n'a pas pu détecter les signes avant-coureurs, on n'a même pas été alerté et que ces 50% au moins de neurones à dopamine ont déjà été détruits, à quoi le patient pourra-t-il être exposé?
Bon, déjà, lorsqu'on a une destruction de plus de 50% des neurones, c'est là qu'apparaissent les signes moteurs principaux. Mais ce qu'on peut constater chez nous en pratique clinique, c'est que les personnes souvent âgées qui tremblent, ça n'attire pas beaucoup l'attention, sauf quand le tremblement devient gênant. Et ce qui fait que beaucoup de nos patients arrivent à un stade avancé de la maladie. Lorsque la maladie est déjà bien installée, lorsqu'ils sont tout raides, lorsque la lenteur est déjà très accentuée. Et ça complique en fait la prise en charge, que ce soit la prise en charge médicale proprement dite ou la prise en charge paramédicale, incluant la prise en charge en psychomotricité. Donc, très souvent, les patients viennent à un stade avancé où les symptômes sont déjà bien installés. Et c'est ça la réalité chez nous. Et c'est sur cette réalité-là qu'on veut jouer pour que les familles qui ont des personnes âgées qui présentent un tremblement, qui ont des personnes âgées qui présentent une lenteur, qu'on ne dise pas que c'est à cause de l'âge ou que c'est à cause de la vieillesse, qu'on les amène consulter parce que ça pourrait être la maladie de Parkinson. Et cette maladie-là, lorsqu'elle est prise en charge précocement, que ce soit par les médicaments ou bien pour tous les autres aspects de la prise en charge, y compris la prise en charge en psychomotricité, c'est des patients qui peuvent avoir une qualité de vie, une bonne qualité de vie pendant longtemps. Ça, il faut le dire. Et c'est pour ça que notre plaidoyer, et nous sommes heureux que For You Media ait accepté, ait présenté, ait fait une émission sur cette maladie aujourd'hui, c'est de sensibiliser réellement les familles pour leur dire que personne âgée qui est raide, ce n'est pas lié à l'âge, ça peut être une maladie de Parkinson. Bien compris, docteur. Les emballages plastiques sont d'une grande importance dans notre société, mais cependant, elles peuvent constituer de potentiels dangers lorsqu'on les utilise pour conserver nos aliments. Nous prenons à présent la chronique du docteur. S'alimenter, c'est bien, mais contrôler ce dont on utilise pour conditionner nos aliments, c'est encore mieux. Nous abordons ce jour le problème d'emballage plastique utilisé par bon nombre de personnes dans nos ménages. Alors, ces emballages plastiques, nous le savons bien, sont très importants parce que de par leur résistance, de par leur coût très moins élevé, moins cher, je veux dire, nous aident à transporter nos fruits, à transporter nos légumes, à transporter nos aliments parfois et puis même à conserver les aliments. Ces emballages exposés au soleil, comme nos bouteilles d'eau qui sont généralement faites de polyéthylène phthalate, peuvent être sujettes à des contaminations chimiques. Nous savons bien que les rayons solaires dégradent certaines molécules chimiques et qui peuvent être libérées dans nos eaux de consommation sous forme de radicaux libres, qui ont un impact significatif sur notre santé. Nous savons aussi bien que nos aliments tels que le couscous et même certains mets traditionnels sont emballés aujourd'hui. Nous avons passé à l'ère traditionnelle à certains emballages comme les feuilles de macabo ou bien les feuilles de banane qui avaient été utilisées autrefois pour conditionner, pour passer aux emballages plastiques. Et nous ignorons toujours que ces plastiques sont d'un danger significatif pour notre santé. Alors, c'est quand ils sont exposés à une chaleur extrême, ou bien quand ils sont cuits, ou bien quand ils sont exposés au soleil, que ces plastiques libèrent les éléments chimiques que nous avons cités plus haut et qui rentrent rapidement dans l'aliment que nous allons consommer. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand nous consommons ces aliments? Ces produits chimiques peuvent s'accumuler dans notre organisme et constituer, et avec le temps, constituer et provoquer des effets néfastes sur nos organes tels que le foie, tels que nos organes reproducteurs. Allons rapidement nous suggérer à nous qui sommes les consommateurs à modifier nos emballages en choisissant ou en optant pour des emballages qui sont moins polluants pour notre environnement. Nous pouvons vivre plus longtemps et aussi assurer le développement durable de notre... Prendre en charge la maladie de Parkinson, Madame, Monsieur, c'est la question centrale de ce programme. Nous sommes toujours en présence de nos spécialistes, le Dr Ngams, neurologue, et notre psychomotricienne, psychothérapeute, Dame Ewonja Ewane Augustine. Docteur, avec vous,
On va prendre la première partie, notamment en ce qui concerne le diagnostic. Dame Augustine, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne vous refait les malades qu'après que le diagnostic a été bien établi. Quel est ce diagnostic qui permet de détecter la maladie de Parkinson? Comment on le pose? Donc, pour poser le diagnostic de la maladie de Parkinson, c'est un diagnostic clinique, essentiellement clinique. Donc, concrètement, il n'y a pas besoin d'examen complémentaire pour poser le diagnostic de la maladie de Parkinson. Et quand on reçoit les patients de façon pratique, on va leur poser des questions, mais surtout, on va rechercher les signes cardinaux, le tremblement de repos, qui va surtout toucher les mains au début. C'est un tremblement qui commence souvent d'un côté, et dans l'évolution, ça peut atteindre l'autre côté. On va rechercher également la rigidité, dans la raideur dans le mouvement, comme Madame Ewanela l'a souligné. On va également rechercher la lenteur dans le mouvement qu'on appelle la kinésie. Cette lenteur-là peut se révéler de différentes manières, hein, par une voix qui s'éteint progressivement, par une face où il y a très peu d'expression de la mimique, par l'écriture qui va devenir de plus en plus fine. Et on va également rechercher les signes d'instabilité posturale. Ces signes d'instabilité posturale vont se faire remarquer par une marche à petits pas. Donc, le patient qui va poser un pas après l'autre, ça va se manifester par une tendance à être vers l'avant lors de la marche. Ça va se manifester par des difficultés à rester debout longtemps, des difficultés à passer de la position assise à la position debout. Et donc, ça, ce sont les signes moteurs. Mais on va également rechercher les signes non moteurs, comme je vous avais dit. Les signes classiques sont les troubles du sommeil, les troubles digestifs avec la constipation, les troubles de l'odorat avec la perte de l'odorat, mais il y a aussi les troubles cognitifs, les troubles de la mémoire. Il faut savoir que plus de la moitié des malades les malades parkinsoniens vont développer des troubles cognitifs, y compris des troubles de la mémoire. Et on aura également des troubles psychiatriques. Ces troubles-là sont souvent liés à l'anxiété et la dépression qu'on retrouve. Il y a d'autres troubles qui sont, disons, moins spécifiques à cette maladie, mais qu'on retrouve aussi fréquemment chez ces patients qui vont avoir des problèmes de compulsion. Ils vont être dépensiers, ils vont avoir tendance à être boulimiques, mais il y a aussi des troubles liés à la sexualité. Ils peuvent avoir une baisse de la libido ou parfois une exagération, et ça, on retrouve ça souvent chez les hommes, une exagération de la libido qu'on appelle une hypersexualité. Lorsqu'on regroupe donc l'ensemble des signes en signes moteurs et en signes non moteurs, on se rend compte que le patient a un syndrome parkinsonien qui est souvent unilatéral ou bien bilatéral, mais de façon asymétrique. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'examen à demander. On fait ce qu'on appelle un test thérapeutique. Donc, ce test thérapeutique-là consiste à supplémenter le patient en dopamine. Vu que dans son cerveau, il y a moins de dopamine, on va lui apporter et observer comment il répond à l'apport de dopamine. En général, lorsque c'est la maladie de Parkinson, il y a une très bonne réponse à la supplémentation en dopamine. À ce moment-là, on confirme notre diagnostic. Donc, dès la consultation, on ne parle pas de maladie de Parkinson, on parle de syndrome parkinsonien. Mais lorsqu'on a réussi notre test à la dopamine, à ce moment-là, on confirme le diagnostic de maladie de Parkinson. Et on prescrit les traitements qu'il faut et la prise en charge paramédicale, y compris la prise en charge en psychomotricité. Vous avez bien fait d'évoquer la prise en charge en psychomotricité. C'est la raison de sa présence sur ce plateau. Dame Augustine, on vous a déjà référé le patient qui a du mal, du moins il a de la rigidité, comme le docteur expliquait tout à l'heure. À ce niveau, comment commence sa prise en charge? Comment on démarre? Voilà, merci encore. Quand on a reçu ce malade qui a été référé par le médecin, à notre niveau, nous allons faire un bilan psychomoteur
pour évaluer l'ampleur des troubles et pour évaluer également, j'ai envie de dire, là où le trouble est plus accentué en fait, parce que c'est à différents niveaux. Donc quand nous avons fini de faire ce bilan, nous faisons l'interprétation et puis nous montons un plan d'intervention que nous mettons en application. Voilà, donc voilà la première étape. Et puis l'autre étape, c'est de suivre, d'accompagner le patient. Et nous pouvons prescrire 1 à 2 séances par semaine. Donc voilà le protocole. Je veux qu'avec le concours de la réalisation, qu'on nous envoie un peu le volume sur cet élément, cette image où on voit que vous êtes en activité avec une personne âgée. Cette personne est en train d'essayer de regrouper les couleurs en... Oui, les objets, de regrouper les objets en couleurs. De regrouper les objets en différentes couleurs. Oui. J'aimerais un peu savoir si la réalisation est prête, elle peut nous envoyer l'élément. Vous mettez le rouge dans le tas de rouge. Voilà. L'exercice. Oui, là, c'est une activité cognitive, en fait. Et comme le docteur a si bien expliqué, à un stade évolué de la maladie, on peut avoir des atteintes cognitives, comme c'est le cas de ce patient. Et là, nous étions en train de mener une petite activité cognitive, demander tout simplement de regrouper ces objets en différentes couleurs. Donc, vous allez voir qu'il va essayer de mélanger. Et à voir cela, vous pouvez voir qu'il a des petites difficultés cognitives. Voilà, vous voyez son incapacité à mettre exactement les couleurs demandées, parce que là, sa vue n'a pas de problème de vue, n'a pas du tout de problème de vue. Alors là, c'est quelle couleur, monsieur? Il y a des problèmes cognitifs. La couleur, c'est là. Est-ce qu'on peut avoir les autres images qui défilent? On a également vu une image où vous êtes en activité, un peu comme une activité sportive avec le patient également. Voilà, on attend l'image avant de faire le commentaire, n'est-ce pas? D'accord. Est-ce que la réalisation peut envoyer l'image? Oui. Voilà, ici, nous sommes en train de travailler les postures. Parce que, voilà, il y a des mouvements qu'il n'arrive pas à faire. Donc, nous travaillons les postures. Nous travaillons également les coordinations générales, les coordinations dynamiques. Donc, on va demander au patient d'essayer d'étendre ses bras parce que là, les bras n'arrivent pas à avoir une extension. Donc, puisque c'est rigide, donc ça ne peut pas vraiment s'étendre. Donc, lorsque nous menons des activités de coordination, on peut demander aux patients d'imiter les mouvements, des gestes, de prendre certaines postures. Et souvent, on travaille devant un miroir. Le patient a donc la possibilité de pouvoir se corriger lui-même, voilà, en fonction du modèle que nous présentons aux patients. D'accord. Et ce sont ces activités quotidiennes que vous pratiquez avec ces patients, question de faire en sorte qu'ils retrouvent leurs différentes motricités. On veut bien savoir, quand vous avez établi ce programme qui vise à prendre en charge le patient, c'est sur une période de combien de temps? Combien de temps ça prend? Ou c'est en fonction de la capacité de chaque patient à... C'est vrai, je crois que c'est une maladie chronique en fait. C'est une maladie chronique dont nous agissons sur les symptômes pour les réduire et puis améliorer le quotidien de la personne malade. Donc, la prise en charge souvent peut être de très longue durée en fonction de la maladie. Comme je vous dis, on essaie de retarder. Aussi, les familles, il y a des conseils qu'on donne aux familles, des exercices qu'ils doivent faire avec le patient. Pour ceux qui ont encore un degré d'autonomie, eux-mêmes peuvent faire ces exercices à la maison. Mais c'est une prise en charge à longue durée parce qu'il s'agit d'une maladie chronique. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas de traitement, en fait, puisque c'est une maladie, c'est un syndrome, donc qui agit sur plusieurs sphères de l'être humain ou bien plusieurs fonctions. Donc, on agit par niveau, mais c'est une prise en charge de longue durée, malheureusement. À ce niveau, est-ce qu'il arrive très souvent que vous fassiez appel aux membres de la famille, du moins les proches? Oui, quand le patient, il y a des patients, quand la maladie a atteint un stade vraiment avancé, le patient n'arrive plus à faire certaines choses. Comme ce patient, par exemple, il a besoin d'assistance. Et cette assistance est apportée par les proches de la famille. Ça peut être son épouse, ça peut être généralement c'est les enfants. Donc, il aura de l'aide pour s'habiller, il aura de l'aide, celui-ci quand même, il se nourrit seul, mais il a de l'aide pour s'habiller. Des gestes quotidiens comme prendre son bain, il a besoin d'aide à ce niveau. Mais il y en a qui le font, mais vraiment
Ils peuvent le faire, mais ils vont prendre beaucoup de temps. Comme il y a un autre patient que j'ai, peut-être pour se servir un verre d'eau comme ça, il peut prendre 5 minutes. Ouvrir même la bouteille, c'est un problème. Se chausser, pour mettre un pied de chaussure, il prend 10 minutes. Mais il le fait, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais celui-ci, on l'assiste pour tout. Pour mettre les chaussures, il est assisté. Pour le relever, il est assisté. Donc lui, il doit avoir le soutien de ses proches. Donc il doit être dépendant. Oui, disons il est dépendant. En majeure partie dépendant. Oui. D'accord. À 80%, il est dépendant. Il est dépendant. Oui. Est-ce que vous travaillez avec, ou du moins, des assistances externes? Est-ce que vous avez du soutien? Déjà, l'association, c'est une association, c'est un centre. On aimerait un peu bien savoir si toutes ces personnes qui vous écoutent ont forcément besoin de se référer ou alors de savoir où elles peuvent aller en cas de... Oui, là, c'est un centre spécialisé qui accueille des personnes qui ont des troubles de diverses origines. Voilà, donc nous accueillons des enfants, nous accueillons des adolescents, des adultes également. Donc, en fonction de la cible et de nos compétences, nous pouvons les accueillir dans ce centre. C'est un centre privé, bien entendu. Voilà. Les patients, ceux particulièrement de Parkinson, est-ce qu'ils arrivent nombreux? Est-ce qu'ils ont vraiment connaissance de ces différents centres? Mais est-ce qu'ils sont pas peut-être découragés quand la rééducation, si je peux l'appeler ainsi, prend un peu plus de temps? Est-ce qu'ils sont vraiment préparés à ce que ça mette autant de temps, comme vous le dites? Ok, là, je vais... dire merci aux médecins qui font appel à d'autres spécialistes, comme le Dr Ngams. Je lui dis merci parce que il y a des maladies comme la maladie de Parkinson qui a besoin, c'est-à-dire le traitement est médical. Il y a des traitements médicamenteux et des traitements non médicamenteux. Et dans ce cadre-là, nous travaillons en synergie, en collaboration. Et c'est pour ça que je dis merci au Dr Ngams parce qu'il nous réfère souvent des patients atteints de la maladie de Parkinson. Donc, il a souligné quelque chose de très important. Les malades ne vont pas souvent à l'hôpital. Ils ne vont pas à l'hôpital. Ce qui fait que nous ne recevons pas trop de malades. Nous ne recevons pas trop de malades. Là, je vais vous donner une petite anecdote. Il y a une dame chez qui j'achète souvent des produits au marché. Et j'ai remarqué qu'elle a des tremblements. Elle en a. Donc, un jour, je me suis rapprochée d'elle pour lui dire, est-ce qu'elle a déjà consulté un médecin? Est-ce qu'elle me dit non? Bon, je lui ai demandé, il faut qu'elle consulte, absolument. Elle m'a dit, bon, une fois, elle avait vu un médecin comme ça, on lui a prescrit des remèdes, et puis, bon, ils ne prennent même pas ça au sérieux. Donc, c'est un peu banal. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment conscience des troubles de cette maladie et savoir que ça peut vraiment empiéter sur notre santé. Oui, peut-être les gens ne pensent même pas aller à l'hôpital, puisque quand ça commence, on peut encore faire tout ce qu'on fait. Il n'y a que ces tremblements-là qui sont de repos qui apparaissent, mais bon, on peut gérer son quotidien, on peut aller au travail, on peut faire des choses. Malheureusement, c'est malheureux parce qu'il faut agir quand les premiers signes apparaissent. Oui, pour pouvoir aider le patient à améliorer son quotidien et à retarder l'ampleur de ces symptômes-là. Et malheureusement, les patients ne vont pas trop à l'hôpital, malheureusement. Dr Ngams, Dame Ewonja fait savoir que les patients ne vont presque pas à l'hôpital. Vous qui êtes neurologue et qui vous efforcez également à faire connaître la maladie autant que se peut, est-ce que vous avez le sentiment que les populations comprennent véritablement de quoi il s'agit? Est-ce qu'elles ont connaissance de la maladie de Parkinson? Je pense que malheureusement, comme beaucoup de maladies neurodégénératives, beaucoup de populations ne sont pas éduquées. Comme je le dis très souvent, lorsqu'on va dans des zones rurales, dans les villages, on se rend compte qu'il y a des patients, des personnes âgées qui tremblent ou bien qui sont plus ralenties. Et souvent, les familles mettent ça sur le compte de la vieillesse. Les effets de la vieillesse, oui. Et c'est l'occasion pour moi vraiment d'attirer l'attention
c'est qu'un patient, une personne âgée qui tremble, une personne âgée qui est ralentie dans les mouvements ou qui est raide ou qui fait des chutes, ce n'est jamais banal. Il faut l'amener consulter. Et malheureusement, dans le cas de la maladie de Parkinson, comme je dis, les gens viennent en consultation lorsque les symptômes sont déjà avancés, lorsque la maladie est déjà bien installée. Et là, le rendu en termes de résultats attendus par la prise en charge est souvent n'est pas très exceptionnel. Par contre, si on recevait des patients beaucoup plus précocement, en établissant en mettant en place un bon traitement médicamenteux, mais également les autres thérapeutiques, parce qu'il faut le dire, la prise en charge de la maladie de Parkinson est pluridisciplinaire. C'est important de le mentionner, elle est pluridisciplinaire. C'est aussi important que les médecins le sachent, que cette prise en charge est pluridisciplinaire. Les médicaments, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour bien prendre en charge un malade et pour lui donner une qualité de vie optimale. Il faut faire appel aux autres spécialistes impliqués dans la gestion des symptômes. Et donc, lorsqu'on les reçoit précocement et qu'on arrive à mettre en place cette prise en charge pluridisciplinaire, c'est des patients qui vont avoir une bonne qualité de vie pendant longtemps. Imaginez-vous quelqu'un c'est une maladie de Parkinson à 60 ans, mais qui va vivre 10, 15 ans de vie pratiquement avec très peu de symptômes ou bien avec très peu d'impact sur sa qualité de vie. Même si la maladie se dégrade au bout de la 15e année ou de la 20e année, il aura vécu toute sa vie pratiquement sans impact de cette maladie. C'est ce qu'on cherche parce qu'il n'y a pas de traitement pour guérir de cette maladie. On veut que nos patients puissent avoir une qualité de vie bonne et pendant longtemps pour pouvoir profiter de leur famille, pour pouvoir profiter de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'est vraiment le message clé qu'il faut passer aux populations. C'est le message clé également qu'il faut passer aux collègues. Et je suis content parce que Mme Ewane est là. C'est une collaboratrice avec qui on travaille beaucoup. Elle est très efficace et c'est l'occasion pour moi de dire que la psychomotricité a une place fondamentale dans la prise en charge de cette maladie, dont les symptômes les plus gênants sont des symptômes moteurs. Docteur, vous dites bien que la difficulté aujourd'hui, c'est de prendre en charge précocement cette maladie. Quand bien même les populations ne sont pas encore mieux éduquées. Quel est donc votre combat à ce jour pour faire en sorte que les prises en charge soient plus optimales? Le premier combat, c'est faire connaître la maladie. Il faut que les gens sachent que cette maladie existe et que c'est une maladie qui est présente dans notre contexte. Parce que beaucoup ont tendance, lorsqu'ils entendent des noms un peu particuliers comme ça, à attribuer ces maladies-là à l'Occident. C'est les maladies qui existent chez nous. Et la deuxième chose, et ça on a commencé déjà à le faire, c'est de former les professionnels de santé de première ligne, dont les médecins généralistes et les infirmiers au diagnostic et à la prise en charge de ces maladies. Parce qu'il faut la réalité aussi, c'est que la plupart des neurologues sont concentrés dans les grandes villes, principalement Yaoundé et Douala au Cameroun, qui regorge de 80% des ressources humaines en neurologie. Et malheureusement, la plupart des malades vont être reçus en périphérie, ceux qui vont pouvoir se déplacer pour aller dans les hôpitaux. Et donc, au lieu de vouloir attirer tous les patients vers nous, ce qui est impossible, on capacite les médecins, on capacite les infirmiers localement à pouvoir poser le diagnostic, ou tout de moins à pouvoir suspecter le diagnostic et pouvoir initier un traitement et nous les référer pour une évaluation beaucoup plus spécialisée. Je pense que ce n'est comme ça qu'on pourra atteindre l'objectif de pouvoir dépister tous ces malades et initier tout le traitement afin de leur garantir une qualité de vie optimale pendant longtemps. Nous allons bientôt sortir de ce programme. L'Organisation mondiale de la santé, lors de la célébration mondiale de cette maladie, faisait comprendre qu'il est temps de changer le regard face à ces malades. Qu'est-ce que vous faites,
vous, messieurs, quotidiennement pour que les populations n'aient plus un regard, je dirais, méchant, si je n'exagère pas, face à des personnes malades de Parkinson? Je commencerai par vous, Dame Augustine. Voilà. Je vais encore vous dire merci parce que là, vous participez très bien à... Je veux vous dire merci parce que vous participez très bien à cette sensibilisation-là en invitant les spécialistes sur le plateau pour en débattre. Je crois que tous les auditeurs qui ont suivi ce programme auront déjà un regard différent à l'envers de ces malades-là. Donc, nous vous disons vraiment merci pour ce genre d'initiative. D'accord. Dr Ngams, si on marche dans la rue, on voit une personne d'un certain âge, peut-être en train de trembler, et qui demande un service, ne parvient pas à se courber pour ramasser soit son portefeuille qui est tombé ou, je ne sais pas trop, sa canne, qu'on ne traite plus ces personnes de sorcières ou alors de sorciers. Quel est le combat? Tout à fait, tout à fait. Le premier combat, c'est l'éducation de la population et je réitère mes remerciements à For You Media et à vous, Justine, pour ce combat que vous menez pour éduquer les populations dans le domaine de la santé. Donc, une personne âgée qui tremble, une personne âgée qui est raide, une personne âgée qui est lente ou qui chute, ce n'est pas banal, il faut l'amener consulter. Parce que ce n'est pas la sorcellerie, ça pourrait être la maladie de Parkinson. Et c'est une maladie sur laquelle, même si on ne peut pas traiter, on peut garantir aux patients une bonne qualité de vie et pendant longtemps. Merci. Merci à vous, Dr Ngams, neurologue. Merci, Dame Augustine Ewanès, psychomotricienne et psychothérapeute, d'être passée par ici. Le docteur, vous également, vous avez tout dit. On espère, chers téléspectateurs, qu'on vous a autant sensibilisé et édifié sur la maladie de Parkinson. Elle existe bel et bien, elle est dans nos sociétés et elle ne relève pas de la sorcellerie. Peut-être un autre moyen aussi, ce serait à un certain âge de pouvoir faire un certain nombre de check-up à nos parents, à nos personnes un peu âgées pour pouvoir déceler aussi un peu plus tôt certains signes qu'on pourrait éviter, qui pourrait éviter la personne à entrer dans un stade vraiment très avancé. Merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine pour un autre numéro.